J'ai Grégoire Margoton dans la tête alors que c'est un putain de commentateur de foot. Et nous voilà en 2025 puisque dans cette vidéo je vais faire le bilan du mois dernier, le mois de janvier 2025. Mois qui a été un peu poussif en termes de sortie de cinéma et encore là, en mois de février, je trouve que c'est un début d'année un peu plus galère que les autres années. Reste qu'il y a 6 films qui seront traités dans cette vidéo plus 2 documentaires et dans les films il y a un film qui est sûrement encore en salle à l'heure où la vidéo sort. Donc let's go! Et ce film, c'est A Complete Unknown, un parfait inconnu, de James Mangold. Déjà, c'est une traduction que je trouve un petit peu hasardeuse. Il y a l'aspect de perfection dedans, je trouve, ne fait pas bien l'affaire, bon bref. Et un titre choisi par rapport à des paroles de Bob Dylan, qui est donc le sujet de ce film, qui est un biopic sur les années 60 à 66, non même pas à 65 je crois, de la carrière de Bob Dylan, donc le tout début de sa carrière, qui a marqué quand même quelque chose d'assez important pour l'artiste, mais aussi pour l'univers de la pop music. C'est comment ce chanteur de folk, désigné comme le protest singer de sa génération, le prophète de la jeunesse américaine, est passé à l'électrique. Période déjà documentée par un documentaire que je vous invite à regarder si vous aimez Bob Dylan, qui est le documentaire No Direction Home, qui est aussi un bout de parole de Like a Rolling Stone, qui est un documentaire réalisé par Martin Scorsese et qui traite exactement les mêmes années, mais en long et en large, avec beaucoup d'archives, beaucoup d'interviews. Mais c'est aussi, et ça je ne l'ai pas lu, l'adaptation directe d'un bouquin qui s'appelle Bob Dylan Going Electric, qui est vraiment cité à la fin du film dans son générique de fin. Tout ça pour dire que, encore une fois, puisque James Mangold avait déjà fait un biopic sur Johnny Cash qui s'appelait Walk the Line avec Joaquin Phoenix, que je vous conseille de regarder, il est super cool. Et bien comme ce biopic là, il n'essaye pas de faire la vie, l'œuvre d'un artiste entièrement, mais il s'attarde vraiment sur une période déterminante, quelque chose qui est intéressant au-delà du côté hagiographique. Avant de m'y attarder un peu dessus, je tiens à dire que moi j'aime beaucoup Bob Dylan, donc c'est pour ça que j'ai déjà vu le documentaire et que je connais cette période-là, donc rien de très nouveau sous les tropiques dans ce film, comme si on était dans Pacifiction, c'est pas du tout ça le film. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée un petit peu durant la projection, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des petites subtilités d'interprétation par rapport au film qui passent à l'as quand on ne connaît pas bien, ne serait-ce que les chansons de Bob Dylan, puisque Bob Dylan est quand même une espèce d'icône aux États-Unis, mais en France un peu moins, puisque c'est quand même un chanteur qui se base beaucoup sur ses textes, et les textes en anglais, et qui plus est avec une iconographie et un phrasé américain, c'est pas forcément direct pour tout le monde ici, vu que nous parlons français. Et donc, en termes de biopic, c'est assez agréable à suivre. James Mangold arrive très bien à capter une espèce d'ambiance de cette année-là, et puis arrive surtout à décrire ce personnage assez mystérieux, puisqu'il y a quand même beaucoup de mystères qui entourent Bob Dylan, d'où il vient, comment il en est arrivé là. Il arrive quand même, sans jamais décoller des basques de Timothée Chalamet, je reviendrai sur son interprétation après, il arrive à quand même garder intacte cette espèce d'aura un peu mystérieuse qu'a et qu'aura toujours Bob Dylan. Et donc c'est la question que je me suis un peu posée durant le film, où je me suis quand même, j'ai passé un très bon moment, c'est un bon film du dimanche après-midi, mais je me suis posé la question quand même de pourquoi. Pourquoi avoir fait ce film? Pourquoi cette période en particulier, même si c'est la période qui donc est relatée la plupart du temps quand on veut parler de l'histoire de Bob Dylan? Et pourquoi cette mise en scène si douce, tranquille comme ça, où on passe les années petit à petit, et on voit que le succès lui tombe un peu dessus comme ça. Je trouve qu'il y a là-dedans très certainement une réflexion de James Mangold sur ce qui est une révolution, de ce qui est un changement d'état, et que ça se passe pas souvent avec un gros coup d'éclat, quoique la fin du film montre qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui a marqué le changement. Encore plus des paroles, des actes, il y a quelque chose de plus fort qui se passe à la fin. Mais je crois qu'il y a une clé à trouver là-dedans avec le fait que les personnages au départ vont voir un film, je parle du personnage de Bob Dylan et de... Comment il l'a appelé déjà? Il l'a appelé parce qu'elle s'appelle Suzy en vrai, et là je crois qu'ils l'ont appelée Sylvie. C'est Bob Dylan qui a demandé, Bob Dylan lui-même, qui est toujours vivant, qui a demandé « Ouais, elle s'appellera Sylvie », alors que dans la vraie vie, elle s'appelle Suzy. Ça, c'est les fameuses choses mystérieuses de Dylan. Au début, ils vont au cinéma, juste avant qu'ils concluent, ils vont voir un film en particulier. C'est un film avec Bette Davis qui s'appelle « Quand une femme prend son destin, je crois, en main ». Je crois que ça s'appelle comme ça, que je n'ai pas vu, mais qui est littéralement un film qui était fabriqué sous le code Hays. Le code Hays est
un truc très particulier des États-Unis qui ressemble un peu à la prohibition, mais pour le cinéma, où tout d'un coup, les films étaient interdits de violence, de sexe et de toutes choses qui pourraient corrompre la jeunesse, ce que va allègrement faire en quelque sorte Bob Dylan durant ces années-là, sans vraiment le vouloir, mais finalement on lui a collé cette petite étiquette-là. De voir que les jeunes gens de l'époque étaient abreuvés d'une sorte de culture qui ne voulait pas montrer ces choses-là, explique peut-être cela, puisque ce qui correspond à ce qu'ils regardent dans le film, quand ils sont au cinéma, la scène qu'ils voient, et elle est reproduite à la fin du film entre ces deux personnages, je ne dirais pas pourquoi, et même transformée pour, signifier un peu le truc de « ouais, mais en fait, on est des individus ». Et tout ça, c'est très subtil, et tout dans la mise en scène de James Mangold dans ce film est d'une subtilité qui, parfois, j'ai l'impression, passe peut-être à côté de quelque chose de plus fort. Mais bref, si vous avez envie de voir un film qui parle de Bob Dylan, parce que là vous allez en bouffer du Bob Dylan, avec plein de gens qui vont regarder Bob Dylan tout le long, donc Timothée Chalamet en disant « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» C'est quand même assez agréable, ça permet de faire renaître le talent pur de cet artiste qu'il y a eu au départ. D'ailleurs, je l'avais dit, je vais y revenir dessus, l'interprétation de Timothée Chalamet, il n'y a rien à dire, hein. Il est bien évidemment assez magnétique à l'écran, mais beaucoup moins du vrai Dylan de l'époque. Je vous renvoie à regarder les archives de l'époque, il était quand même irrésistible. Mais Timothée Chalamet fait exactement ce qu'il faut faire, il le fait très bien et ça marche. On le suit et on comprend un peu ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme. Même s'il a toujours un peu ce côté neurasthénique bizarre, je trouve, hein, qui est quand même... Enfin, il a un mode. Et puis tous les autres interprètes aussi sont assez incroyables. Edward Norton en tête, où on comprend par ses jeux de regard quand même beaucoup de choses sur son personnage. Bref, voilà, un bon film académique hollywoodien comme on en fait rarement maintenant, où on se pose devant et où c'est hyper agréable. C'est un film un peu plaid, c'est un film un peu où on est là devant. Il est parfait de l'avoir sorti en plein hiver, c'est parfait. Mais bon, je sais pas trop ce que j'attendais de ce film-là. Après voilà, la mise en scène de James Mangold m'interroge par sa douceur. C'est ça qui est étonnant. You tried too hard to write. Really? Yeah, if you're asking. I wasn't. Sunsets and seagulls, smell of buttercups. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. Yeah, I guess. Et d'une icône, on en passe à une autre. Attention, la transition est hasardeuse, puisqu'on va parler de Marc Dutroux. Puisqu'on va parler des dossiers Mal d'Aurore, film de Fabrice Duvels, sorti ce mois-ci, enfin le mois de janvier. Fabrice Duvels, j'aime beaucoup son cinéma, même si, bon, la plupart du temps, il y a quand même beaucoup d'imperfections et finalement, j'oublie un peu ce qui se passe dedans, mais j'aime beaucoup les ambiances qu'il fait et il a toujours une patte très marquée. Un de ses films qui est rarement cité et pourtant, je trouve qu'il est assez efficace, c'est Message from the King, qui est son seul film aux États-Unis, qui est un des derniers films de Chadwick Boseman, qui rendait vraiment hommage à une espèce de logique de film américain des années 70 crasseux, comme la French Connection et tout ça. Bref, je dis ça parce que les dossiers Mal d'Aurore traitent donc de l'affaire Marc Dutroux, affaire horrible comme on peut le savoir, qui a retourné complètement la Belgique. Et d'ailleurs c'est une des grandes qualités de ce film-là, c'est que dans un écrin du coup de polar craspec des années 70, Fabrice Duvels fait un film profondément belge en fait. Et durant la projection, je me disais, bon, j'ai rarement vu ça, un film qui te raconte l'histoire belge, qui te raconte l'histoire récente belge, qui essaye de l'autopsier un peu comme ça. Je savais pas que ça m'intéressait, en regardant le film, je voyais que ça m'intéressait, donc bravo pour ça. Et donc l'aspect polar, craspec un peu, que essaye de reproduire Fabrice Duvels autour de cette affaire-là, puisque c'est inspiré, mais ce n'est pas cité directement, ce qui lui permet justement d'aller un peu plus loin dans l'histoire de complots politiques et autres choses bizarres qui pourraient être répréhensibles. Eh bien, il fait autant hommage au cinéma de Friedkin que du cinéma de Yves Boisset, par exemple. Et ça, c'était très agréable à voir. Ça montre toujours la cinéphilie de Fabrice Duvels, qui ne peut pas s'empêcher finalement de citer des gens dans ses films, même inconsciemment. Toujours un plaisir de voir Anthony Bajon qui joue super bien, ce flic qui est très jeune au départ et qui ensuite va être complètement souillé aussi par cette affaire en se faisant trémaler à droite et à gauche, en essayant d'être toujours juste. Il y a quelque chose de bien évidemment un peu Zodiac du pauvre là-dedans, mais qui est quand même fait avec très grande conviction et qui marche complètement. Bref, moi j'ai beaucoup aimé les dossiers Mal d'Aurore, même s'il y a des petits moments de mou dans le film, il y a quand même toujours
quelque chose d'intriguant et qui te réveille même dans la mise en scène et des choix, notamment de découpage, de montage et qui te prennent un peu par surprise au milieu de choses qui sont très naturalistes où on voit qu'est-ce que ça fait d'habiter à Charleroi dans les années 90. D'ailleurs, Charleroi qui, je pense, n'a jamais été filmé de cette façon et qui est totalement iconique. Bref, j'ai trouvé vraiment très intéressant les dossiers Maldoror. Voilà, c'est un film qui est un peu passé à l'as alors qu'il y a vraiment quelque chose de racé là-dedans et qui est rarement fait. Je vois pas de film, notamment français, qui ferait ça aujourd'hui. Vous êtes là pourquoi? On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. Quand on leur dit que les petites n'apparaîtront pas ainsi, ils nous disent qu'elles ont juste fugué. Putain, mais vous voulez pas vous bouger un peu les flics là? C'est la police judiciaire qu'elle doit aussi entre les mains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus à la gendarmerie? Une balle dans la tête et basta. Durant le mois de janvier, j'ai rattrapé un truc que j'ai vu dans plein de tops de plein de gens, alors que le film était sorti au mois de décembre. Bon, moi-même, j'ai mis dans mon top un truc comme Nosferatu, par exemple, qui était sorti en mois de décembre. C'est Conclave d'Édouard Berger, à ne pas confondre avec Michel Berger. Ça, c'est un chanteur. Thriller autour de la nouvelle nomination d'un pape, après que le pape précédent ait mouru dans son lit. Et donc on suit en huis clos tout le thriller complotiste un peu qu'il y a au milieu de ces élections pendant plusieurs jours, qui s'appelle un conclave. Je rejoins les gens qui ont apprécié ce film, j'ai moi-même apprécié ce film, même si, bon, ça reste quand même un film du dimanche soir avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'est très efficace, c'est un récit qui, à chaque fois qu'on commence à s'ennuyer un petit peu, il y a un rebondissement qui arrive et qui te retourne un peu les personnages et la situation. Donc toujours ça, c'est très plaisant. Par contre, il y a comme une espèce d'approche un peu comme ça à la surface de ce qui est le Vatican, la religion, la foi, tout ça. C'est quand même un peu des lieux communs qui sont brassés dans Conclave et qui peut irriter certaines personnes. J'ai vu que quand même il y a beaucoup de gens qui avaient aimé Conclave, mais il y en avait plein d'autres aussi qui avaient trouvé ça un peu nul. Moi je reste dans le truc de, après avoir vu le biopic de Bob Dylan qui était un bon film de dimanche après-midi pluvieux, et bien après on va regarder en famille ce thriller qui se passe en soutane. Parce que il y a en fait un truc, je sais pas, j'ai pas écouté vraiment ce qu'en a dit les gens, mais je trouve qu'il y a un truc irrité un peu d'un cinéma anglais des années 60-70, je pense notamment au Limier, je sais pas si vous voyez ce film là avec Michael Caine, où c'était une espèce de cinéma qui prenait beaucoup du théâtre pour faire des espèces de huis clos avec des acteurs qui en font des tonnes. Enfin, c'est pas que Ralph Fiennes en fait des tonnes, c'est qu'il est toujours méga impliqué, et là il est méga impliqué de fou encore une fois dans ce film. Et où il y a des rebondissements assez fantasques, comme ça, un peu irrités, d'un truc à la Shakespeare, un peu comme ça, très burlesque finalement dans l'esprit. Et donc du coup, c'est ça qui est très plaisant en regardant Conclave, c'est un peu la renaissance de ce cinéma anglais qui n'a pas peur de faire référence au théâtre en fait. Mais voilà, pour ce qui est du reste, notamment du propos qui est dedans, bon ben je trouve pas qu'il y a grand chose à dire si ce n'est que voilà, c'est fun, c'est fun à regarder. Donc voilà. Bon moment passé, bon petit thriller à rebondissement. Mais pas plus. C'est-à-dire que par exemple, la mise en scène, j'ai beaucoup entendu parler de ça, la mise en scène elle est incroyable et tout. Non, pour moi c'est en quelque sorte le b.a.-ba. C'est juste qu'on regarde beaucoup de choses un peu merdiques sur Netflix et compagnie qu'on oublie qu'une caméra ça peut faire des plans en fait. Et là pour le coup on a quelqu'un qui agence ces plans là avec une certaine métrique et un truc qui quand même te permet aussi pour l'œil de jamais t'ennuyer. Là où c'est un huis clos. Mais j'ai pas trouvé non plus un truc à la De Palma là-dedans où on reste dans quelque chose qui est juste très bien fait. Et on va juste dire ça sur Conclave. C'est un très bon film, très bien fait. Amusez-vous en le regardant, ne cherchez pas plus loin. Et passons à la suite. Y esas cosas no son la iglesia. La iglesia no es la tradición. La iglesia no es el pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Durant le mois de janvier, j'ai découvert un film que j'avais marqué dans un coin en attendant qu'il sorte en France, mais malheureusement je ne sais toujours pas à quel moment il va sortir en France, donc du coup je l'ai regardé un petit peu par d'autres voies. C'est Oddity de Damian McCarthy, film d'horreur à tout petit budget, mais vraiment qui a pas grand chose, et ça se voit puisqu'il y a par exemple que 3 décors au total je crois dans ce film.
Mais film d'horreur qui a fait un petit peu, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais fait sensation en Angleterre quand il est sorti. C'est un film qui fait le tour des festivals et à chaque fois remporte des prix, des choses et tout ça. Donc bon, quand on aime bien le cinéma d'horreur et qu'on ne sait pas trop quoi regarder, ben, on se fie à ces choses-là. Et en effet, Oddity est une belle surprise. Je vais développer ça en vous pitchant d'abord un petit peu le début, même si je trouve que c'est un film à regarder peut-être sans résumé, même sans regarder la bande-annonce. Je trouve que j'ai retrouvé la sensation, parce que je m'étais pas du tout fait spoiler l'histoire, qu'on peut avoir notamment dans un festival quand on découvre un petit film d'horreur comme ça à budget. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, allez voir Oddity, je sais pas de quelle manière, et revenez après voir la vidéo, voilà. Mais bref, Oddity raconte l'histoire d'un couple qui aménage dans une nouvelle maison au milieu de nulle part, une espèce de vieille baraque immense, une espèce de demeure anglaise au milieu de nulle part. Pendant que le mari, qui lui est psychiatre, fait ses nuits, parce que lui il travaille la nuit, sa femme, elle, continue la rénovation de la maison et chaque nuit il repart dans leur maison en ville, sauf une nuit où elle se dit tiens je vais rester là. Et bien sûr cette nuit-là, elle se fait tuer. Et on suit donc dans Oddity comment quelques mois plus tard, sa sœur, cette défunte, va tenter de démêler le vrai du faux de comment sa sœur est morte. En quelque sorte, c'est ça l'histoire. Mais c'est pas raconté de cette façon, c'est beaucoup plus bizarre, mystérieux. Et donc, la grande force de ce film-là, qu'on arrive à la toute fin, c'est un aspect qu'on retrouve de moins en moins dans ce petit cinéma d'horreur qui essaye de se démarquer, c'est que ça a la qualité d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Vous voyez, c'est un truc où beaucoup de choses sont grossières, sont des grosses ficelles, mais il y a une aura. Il y a une aura là-dedans et on termine avec un truc qui ressemble un peu à une fable en fait. Pour ne pas dire un conte moral. Moi je dirais plus une fable, puisque dans Oddity, un des trucs graphiques qu'il y a, c'est qu'on a une sorte d'œuvre d'art que ramène la sœur aveugle, qui est antiquaire, une espèce de homme façonné dans un tronc de bois. Et bon, quand on a la symbolique dans l'œil, on voit tout de suite un golem. Et en fait, c'est assez étrange de mélanger donc cette maison hantée, parce que j'ai oublié de dire ça, c'est que c'est un pur film de maison hantée, avec un golem et avec une sorte de médium aveugle. Tout ça, c'est des espèces de... Tout d'un coup, on se retrouve avec des espèces de figures comme ça, hyper anciennes, hyper galvaudées, mais qui, quand on les fait renaître de bonne façon, créent quelque chose. Indubitablement, parce qu'on a tous vécu avec ces figures-là. Et donc à Damian McCarthy de s'amuser avec toutes ces figures et à nous faire languir à droite et à gauche. Mais voilà, j'ai cette sensation à la fin de ce Oddity, de certains trucs qu'il y avait pu avoir dans le cabinet de curiosité de Del Toro par exemple, de vraiment très bons films qui ravivent la nouvelle d'horreur en fait. Et c'est un vrai petit film réussi, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a pas de moyens et que ça a été fait avec rien, et pourtant ça fait beaucoup plus de sensations que d'autres choses beaucoup plus produites, beaucoup plus friquées quoi. Donc voilà, Oddity, j'aimerais m'y étendre encore un peu plus parce que je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses dans ce film qui est très honorable. Le film n'est pas très long en plus, 1h30, comme un bon film d'horreur, donc je vous conseille Oddity, vraiment bonne surprise de ce mois-ci, je m'y attendais pas à ce point-là. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, c'est pas un film qui fait foncièrement peur, mais par contre c'est un film qui joue sur l'ambiance, c'est-à-dire ça te transperce petit à petit et on y reste avec encore des jours après. Et ça, c'est super, moi c'est mes préférés. Le mois dernier, j'ai vu le dernier documentaire en date sur les Beatles. Je dis dernier documentaire en date parce qu'il y en a des milliards tout le temps depuis que, entre guillemets, il y a eu le Get Back de Peter Jackson, mais pas que. Je sais pas ce qui se passe avec les droits, en tout cas des images des Beatles, mais on a des documentaires partout. Et celui-là, il s'appelle Beatles 64 et il est réalisé par David Tedeschi. Je crois qu'il y a Scorsese aussi là-dedans, je crois qu'il le produit. Et on a aussi dedans McCartney et Ringo Starr qui interviennent. Chose rare dans les documentaires des Beatles, si ce n'est les documentaires assignés Beatles. D'ailleurs, c'est un documentaire qui est sur Disney+, donc je crois qu'il y a un truc d'accord avec Disney, très certainement. Et donc, qu'est-ce que vaut ce documentaire qui relate, j'ai oublié de le dire, l'arrivée des Beatles aux États-Unis et leur mini-tournée, leur mini-micro-première tournée qu'ils ont faite
en passant par le Ed Sullivan Show et par Miami, etc. etc. Et le fameux truc, je crois que c'est à Chicago ou à Washington. C'est à Washington où ils sont dans un gros truc de boxe et qui tournait. Il y avait Ringo qui était sur une plateforme et qui tournait pour faire le tour du public. Eh bien, c'est un documentaire qui permet de raviver les images d'archives, de les rendre plus belles, sûrement par la même technologie qui a rendu Get Back plus abordable dans les images d'archives. Pour ce qui est du propos qu'il y a derrière, ça ne change pas. Il y a un autre documentaire sur les Beatles qui s'appelle, je crois, les Beatles aux États-Unis, tout simplement. Aux USA, je sais plus comment il s'appelait, mais qui est proprement toutes les archives de ce moment-là, toutes les choses qui ont été filmées, mis bout à bout de manière chronologique, et c'était très bien comme ça. Là, Beatles 64 rajoute une espèce de commentaire par-dessus et essaye de faire, comment dire, une analyse de l'impact des Beatles dans les États-Unis, post-mort de Kennedy, etc., etc. Ça marche, c'est bien évidemment assez pertinent par moment, mais ça ne va pas aussi profondément que ça devrait être par rapport à ce qu'on sait déjà. Reste qu'il y a des choses assez précieuses dedans, et notamment un truc qui est assez improbable, puisque j'ai vu ça peu de temps avant sa disparition, je crois que c'était à peine 2 jours avant. On a la dernière interview de David Lynch, officiellement, et c'est totalement improbable quand ça arrive dans le documentaire. On ne savait pas que David Lynch avait assisté à un concert des Beatles à cette époque-là, qu'il était hyper fan de ça, et donc il explique avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité son approche de cette Beatlemania qui avait atteint les États-Unis. Assez étonnant puisqu'on l'entend souvent parler de création, de méditation, de choses, de pouvoir de l'esprit et tout, et là il parle d'un truc très terre à terre et de dire qu'il était fan des Beatles, quoi. Donc voilà. C'est pas indispensable, il faut être vraiment fan des Beatles ou fan de David Lynch pour regarder ce film-là. Mais si vous n'y connaissez rien aussi aux Beatles et que vous avez écouté ça et que vous dites putain c'est super les Beatles, ça peut donner envie de fouiller encore un peu plus parce que les images d'archives restent des images d'archives et c'est assez mythique en fait. Ces 4 garçons, ils sont un peu mythiques, un peu quand même. Music is one of the most fantastic things. Almost like fire and water and air. It's like a thing. Et en parlant de documentaire et en parlant de David Lynch, eh bien j'ai regardé juste après sa mort, là pour le coup, un documentaire qui est trouvable sur Arte encore, je crois, de manière gratuite, qui est David Lynch, je ne veux pas me tromper sur le titre, Une énigme à Hollywood. Là tu sens vraiment le truc, c'est la télé qui a écrit ce titre-là. Documentaire réalisé par Stéphane Guez en 2025, alors c'est assez improbable, un alignement des planètes assez bizarre. Un 52 minutes format télé avec une voix off dessus qui retrace la carrière de David Lynch et ma foi, c'est peut-être un des documentaires les plus abordables pour avoir une vision globale de ce qu'est David Lynch et de son rapport à Hollywood, qui est, ma foi, un truc que j'avais pas vraiment creusé, sachant que c'est quand même omniprésent dans sa filmographie, mais bizarrement, j'avais jamais creusé concrètement qu'est-ce que ça voulait dire Hollywood pour David Lynch. Pas de manière symbolique ou de manière abstraite, artistique, non, concrètement. Donc je savais qu'il y vivait, mais pourquoi, comment il en est arrivé là et tout. Et je trouve que du coup c'est un super documentaire qui raccroche un peu les wagons historiques de la carrière de David Lynch dans ce beau médium qui est le cinéma. Et qui donc a la décence de ne pas surplanter l'œuvre de David Lynch. C'est pas un documentaire qui se la joue David Lynch. Non, c'est un documentaire qui le rend plus humain, qui rend aussi sa carrière plus humaine, mais qui garde intacte son œuvre. Et ça c'est très appréciable. Ça m'a juste donné envie de tout revoir et de me rappeler que c'était quand même un des réalisateurs fétiches que j'ai pu avoir, comme beaucoup, quand tu découvres une filmographie. Donc voilà, David Lynch, Une énigme à Hollywood, s'il y a un truc à regarder pour essayer de comprendre ou pour juste aborder pour la première fois l'univers de Lynch, je pense que c'est un bon documentaire. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment devant. To give a sense of place to me is a thrilling thing, and a sense of place is made up of what says a place is details, and so the details are incredibly important. If they're wrong, then it throws you out of the mood, and so if in sound and music and color and shape and texture, if all those things are correct, you're gone, you know, you're in heaven. Et en parlant de la mort et de vieux cinéastes un peu mythiques et tout ça, j'ai été voir durant ce mois de janvier La chambre d'à côté, le dernier film de Pedro Almodóvar, réalisateur que j'aime beaucoup mais qui là, j'aime un peu moins.
La chambre d'à côté, pourquoi je dis que ça parle de la mort? Ça parle souvent de la mort dans les cinémas de Pedro Almodovar, mais là, bon, c'est un peu plus frontal, on va dire, c'est le sujet même, je sais pas. En tout cas, les journalistes trouvent que d'un coup, il parle de la mort alors qu'il en a toujours parlé. La chambre d'à côté est le premier film en langue anglaise de Pedro Almodovar où il raconte comment deux amis vont continuer leur relation d'amitié durant le passage assez dur de l'une d'elles qui a un cancer en phase terminale et qui demande donc à sa pote d'être là, dans la même maison, dans la chambre d'à côté, le jour où elle se donnera la mort elle-même, par voie de cachet, je crois. Donc un film qui parle de l'euthanasie, mais qui n'en parle pas. Un film qui parle de la mort, mais qui n'en parle pas vraiment. Ou alors peut-être de manière apaisée, je ne sais pas. En tout cas, j'étais un peu ennuyé devant. J'avais l'impression de voir un film qui essayait de trouver une vitalité dans les ragots, les histoires que se racontent ces deux personnages. Puisque c'est quand même ça qu'on assiste tout le long du film. C'est juste deux personnages qui se racontent un peu leur vie et il y a vraiment ce sentiment, et c'est rare devant Almodovar pour ma part, de me dire à un moment, est-ce que je m'en fous ou pas? Je crois que je m'en fous un peu. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui est un peu raté, j'ai l'impression, alors que le sujet, les interprètes et tout pouvaient m'intéresser. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu raté et j'arrive pas à mettre trop le doigt dessus. Je crois que c'est un des films d'Almodovar que je vais un peu oublier ou que je vais vouloir revoir à un moment en me rappelant « Ah oui, c'est vrai que j'avais pas trop aimé ». Donc voilà, c'est pas le meilleur Almodovar, pourtant c'est celui qui a pris l'Ours d'Or, je crois, à Berlin. Et vraiment, à part pour les fans d'Almodovar, et même eux vont être un peu déçus de ça, j'ai pas trouvé ça incroyable. Il y aurait plein de choses à dire sur ce film, mais finalement, je sais pas s'il le mérite. C'est un tout petit truc. Bizarrement, là où celui-là il est pensé comme un film majeur puisqu'il a eu cet ours d'or et qu'il est en langue anglaise et qu'il parle frontalement de la mort et tout ça, je trouve beaucoup moins réussi finalement que l'imparfait Madres Paralelas qui est le précédent et que moi je trouvais super et qui assumait son côté soap opéra et en même temps assumait complètement sa partie politique. Même si c'était maladroit, même si c'était frontal, au moins ça avait de la gueule. Là, c'est un peu mou du genou, Et donc, pour finir cette vidéo de bilan du mois de janvier, je vais vous parler de Bird d'Andrea Arnold, sorti en 2025, donc sorti aussi là au mois de janvier. Andrea Arnold, elle fait des films sur l'adolescence, dans un cachet un peu naturaliste, même très naturaliste. Et en effet, Bird est ce type de film-là. Donc, si vous n'aimez pas la caméra à l'épaule, si vous n'aimez pas les familles fucked up anglaises qui vivent dans des squats en écoutant du Fontaine DC, passez votre chemin puisque dès le départ, c'est ça qui se passe. On est sur une trottinette avec deux personnages du Fontaine DC à donf et ça bouge dans tous les sens à en faire vomir la personne qui a des problèmes d'oreille interne. Mais au-delà de ça, bon, ouais, c'est un super film sur le passage de l'adolescence, sur aussi la misère. La vraie misère, il y a un truc que je trouve très bien capté par rapport à ça et que rarement on voit au cinéma. Il y a beaucoup de gens qui font des films sociaux, qui font des films qui essayent de montrer la réalité dure. Mais là, dans Bird, c'est vraiment bien capté. Pourquoi? Parce que tous les personnages sont en quête de bonheur et même s'ils le font de manière un peu brutale, parfois un petit peu dans des histoires sordides, il y a quand même des histoires vraiment qui, sous le regard d'autres réalisateurs, auraient été montrées comme quelque chose d'hyper dark et tout. Non, là c'est montré comme une joie, une vitalité. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui m'a poussé à regarder ce film là, c'est, bon, certes le sujet, Fontaine DC, tout ça, et aussi Franz Rogowski qui donc joue Bird. Au milieu de ces Anglais, il y a cette espèce de personnage bizarre en jupe qui débarque et donc va changer la vie de cette adolescente. Et donc, sans rien spoiler, ce personnage est à la fois une réussite et pas du tout. Il y a un truc où Andrea Arnold essaye de faire renaître aussi une certaine poésie au milieu de ce décor-là. La tentative est méga belle, mais parfois marche moyen. En tout cas, c'est un film à voir, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui te laisse un sentiment, qui te laisse une ambiance. Je crois qu'il y a peu de films qui permettent ça, qui permettent de te dire, tiens, je sais pas comment le dire, mais ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça que provoque Bird, en tout cas à moi, et j'espère à vous. I'm about to make a lot of money. Gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya?
Et voilà, c'est la fin de ce bilan du mois de janvier. J'espère que vous avez trouvé des trucs sympas à regarder, que vous avez peut-être envie d'aller voir des films que vous traîniez d'aller voir. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir encore une fois de faire cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour de nouveau le bilan du mois de février. Merci encore à vous de me suivre et continuez à vous abonner, à liker les vidéos parce que c'est comme ça que ça continue à être vu et que moi je continue à avoir la force de continuer ces vidéos là. Oui, il faut de la force pour parler devant une caméra. Vous le savez pas vous. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Des fois j'y réponds, des fois j'y réponds pas, ça dépend du temps que j'ai. En tout cas, merci encore et sur ce, ciao Internet.